Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce live consacré au bachelor agroécologie et système alimentaire admission en troisième année. N'hésitez pas à réagir et poser toutes vos questions dans le chat à droite de la vidéo. Le service communication et orientation de l'ESA vous répondra en direct et sélectionnera quelques questions pour mes invités en deuxième partie de ce live. J'ai le plaisir d'accueillir Hélène Rongeau, directrice des programmes licence et master à l'ESA, et Tom Bouquerel en troisième année donc de ce bachelor. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour à tous. Donc ce bachelor, c'est tout nouveau à l'ESA. Hélène Rongeau, on a parlé ce matin de l'admission post-bac. Là, on va parler de l'admission en troisième année, puisqu'il y a eu la toute première promotion qui a fait sa rentrée en septembre. Tout à fait. Notre première promotion est donc rentrée en septembre 2020 et nous avons accueilli donc 20 étudiants à la rentrée, des profils plutôt déjà donc titulaires de 120 UCTS, donc majoritairement des BTS ou des DUT. Qui ont rejoint donc notre école pour faire cette troisième année de bachelor où quelques BTS étaient déjà chez nous. Donc voilà, ils ont continué, on va dire, à l'ESA et autrement, on a accueilli des titulaires donc de BTS ou de DUT dans cette ou de licence 2, oui, L2 également, dans cette première, pour constituer cette première promotion de bachelor. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être le pourquoi de ce nouveau bachelor ? Alors, notre préoccupation quand on a créé et pensé ce nouveau cursus était de permettre à des étudiants déjà titulaires d'un bac plus 2, dans le champ, en tout cas intéressés par des problématiques agricoles et agroalimentaires, de venir suivre un cursus, une année d'études autour des problématiques de transition agroécologique, donc une réflexion sur produire différemment, produire peut-être plus localement et accompagner toutes les transitions. Une vraie ambition aussi pour ces étudiants dont certains l'avaient peu fait avant, c'est d'avoir une expérience à l'international, puisque nos étudiants vont partir là très bientôt, dans un mois, pour un séjour de 3 mois dans une école partenaire aux Pays-Bas. Donc une offre plutôt généraliste qui fait réfléchir aux problématiques de transition agroécologique et transition alimentaire pour des étudiants qui ont ou déjà un cursus, j'ai envie de dire, agricole ou agroalimentaire, ou pour certains d'entre eux, un cursus autre que nous avons intégré pour les accompagner dans des projets peut-être un peu plus différents. Alors Tom, toi, tu fais partie de cette toute première promotion. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avant pour arriver là et puis ce qui t'a attiré dans ce bachelor? Bah, du coup, moi, avant ça, j'ai fait un BTS Axe, donc en alternance. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une ferme et en même temps les cours. Et ce qui m'a attiré dans le bachelor, c'était le côté agroécologie et transition, justement. Et ça me permet de faire une passerelle, du coup, après, pour repartir sur ingénieur. Donc, ça permet d'un côté, mon BTS Axe m'a permis d'apprendre des connaissances techniques. Et là, le bachelor me permet d'avoir des connaissances sur l'après. Une fois qu'on a produit notre blé ou une autre production, comment on le commercialise, comment on arrive à le faire rendre durable et à le vendre en fait. Alors la rentrée a été un peu spéciale, j'imagine. Comment t'as vécu ça? Bah, on a eu donc 2 mois en présentiel et donc 2 mois avec ce confinement, mais au niveau des cours, ça n'a pas trop changé. On a un bon suivi, on a toujours nos cours et on a des très bons professeurs, donc là-dessus, rien à dire. Vous avez eu le temps donc quand même d'avoir des TD, des travaux de groupe. Oui, tout à fait. En fait, il y a une pédagogie qui est intéressante dans ce bachelor, c'est la pédagogie active. En fait, on est tout le temps en travail de groupe. Et comme Madame Rongeau l'a dit, comme on vient d'horizons différents, ça permet d'avoir une diversité dans le travail et donc d'avoir des échanges qui se font au sein des bachelors. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Je crois que vous avez travaillé sur notamment une mousse au chocolat à base de légumineuses, c'est ça? Oui, une mousse chocolat végétale, donc à base de pois chiches. On a créé nos mousses dans le laboratoire de l'ESA. Et donc là, après, on voit tout le côté marketing et le côté
le côté vente en fait, et c'est très intéressant. Et on rentre du coup dans le problème des protéines animales, protéines végétales, qui est au sein de notre année de bachelor. Et chacun a réussi à trouver sa place et à participer dans ce projet-là, par exemple? Ah oui, 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 oui. Chacun arrive à travailler, à trouver sa place et à apporter des choses au groupe. Et c'est ça qui est intéressant. Hélène Rongeau, voilà, ce type de choses que les étudiants font pour apprendre à travailler en équipe, à trouver des solutions. Voilà, ils avaient un peu une thématique forte tout le semestre qui était euh, très centré protéines végétales, c'est le choix qu'on avait fait. Donc, ils ont travaillé tous ensemble au début. Et puis après, il y a 3 équipes qui ont été un peu identifiées. Une équipe qui a travaillé sur la production des légumineuses et comment on les introduit seules ou dans une rotation ou en culture associée. Une équipe, voilà, dont on parlait, qui a essayé de voir comment utiliser ces légumineuses pour faire une mousse au chocolat, en fait, sans protéines animales. En gros, le challenge, c'est de remplacer les œufs dans cette mousse au chocolat. Et alors, le pois chiche a fait fureur, mais ils ont essayé d'autres légumineuses. Il y avait toute une série. Ce qui marche le mieux, c'est le pois chiche, visiblement. On a déterminé ça. Et puis, il y a aussi une 3e équipe qui a réfléchi à l'introduction de ces légumineuses dans les rations des vaches et de voir comment on pouvait introduire des protéines végétales locales et recalculer des rations pour ces animaux. Donc, en fait, ils travaillent tous ensemble pour réfléchir sur la filière, sur les organisations du territoire et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on ait des filières d'approvisionnement locales pour ces protéines végétales. Après, chacun va un petit peu travailler une partie du problème, puisque l'idée de produire des protéines végétales, il faut que des gens l'utilisent, donc ou en alimentation animale ou en alimentation humaine. Et là, à la fin, ils ont aussi travaillé une version un peu communication. Comment alors, on a un conseil pour les agriculteurs en production végétale, on a des rations pour les animaux, et puis on a une mousse au chocolat. Alors, c'est celle-là qui est la plus facile un peu à expliquer parce que ça fait envie à tout le monde. Mais voilà, comment on communique sur le fait qu'on peut produire autrement, manger autrement, et peut-être, par exemple, puisque beaucoup de gens essayent de le faire, un peu moins de protéines animales, pour peut-être manger mieux des protéines animales, mais aussi avoir un équilibre alimentaire avec des protéines végétales. Donc voilà, on a un petit peu eu ce fil rouge tout au long, avec des apports quand même aussi scientifiques et techniques, parce qu'ils ont testé toutes leurs extractions de protéines végétales avec des mesures en laboratoire pour avoir un taux de protéines, la stabilité de ces taux de protéines et comment elles allaient se comporter, par exemple, dans la mousse au chocolat. Et c'est là qu'on voit que pour avoir une mousse au chocolat qui soit un peu solide et pas que liquide, il faut bien choisir ces protéines. Voilà, il y a tout ce travail, un peu un côté scientifique et aussi un côté réflexion sur le coût, c'est-à-dire que comment on introduit ces protéines-là pour avoir un coût raisonnable. On ne va pas faire une mousse au chocolat en or massif quand on aura fini quand même. Et voilà. Et après, comment on communique vers le consommateur pour dire que c'est un nouveau produit et qu'est-ce qu'il peut en attendre. Donc, il y a tous ces volets-là qui sont travaillés. Toi, Pierre, Tom, pardon, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce projet, par exemple, quel aspect t'as le plus ou sur lequel t'as le plus appris, peut-être? Eh ben, moi, c'est l'aspect du coup agroalimentaire, parce que donc, je suis dans le groupe des mousses au chocolat, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, le monde de l'agroalimentaire. Et le fait, en fait, d'avoir fait sa mousse au chocolat de A à Z, d'avoir testé, d'avoir fait des TP pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas ou pourquoi ça marchait, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Et aussi tout l'aspect communication et marketing. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si derrière, c'est comment, une fois qu'on a notre produit, quelles sont les techniques pour le commercialiser, les techniques pour attirer les gens sur notre produit, tout ça. Et c'est les deux choses que j'ai beaucoup aimé dans le bachelor. Il y a un autre aspect du bachelor, c'est l'ouverture à l'international. Toi, Tom, tu vas partir justement aux Pays-Bas le mois prochain, c'est ça? Oui, on part mi-janvier, donc on est soulagé. On va pouvoir partir malgré les conditions difficiles. Et donc, on va passer Oui. 3 mois. Oui, on va passer 3 mois du coup aux Pays-Bas, donc à Dranten, sur une thématique agroécologique. Et donc, ça donne une ouverture à l'international parce que le fait de faire des cours en anglais, nous, ça nous montre notre niveau d'anglais, et puis ça donne des
je sais pas, un visa, c'est hyper intéressant de partir à l'étranger et de voir comment les autres font pour l'ouverture d'esprit. L'anglais, toi, t'étais déjà à l'aise ou les cours t'ont permis de prendre un peu plus confiance et de progresser avant de partir? Au moins, au niveau de l'anglais, j'avais pas un niveau extrêmement bien, mais voilà, je me débrouillais. J'avais un niveau de BTS, par exemple. Les cours à l'ESA ont été très bien faits, très pédagogiques, avec beaucoup d'aides qui sont qui sont mises à disposition, pardon. Et donc, ça m'a permis d'évoluer et de partir serein aux Pays-Bas. Hmm. Oui, Hélène Rongeau, les étudiants évidemment sont préparés avant de partir pour être à l'aise une fois sur place. Alors, c'est vrai que l'enseignant d'anglais a testé tout le monde quand ils sont arrivés, hein. La première semaine, on a commencé sympathiquement à tester tout le monde, pas avec l'idée de dire vous êtes bon ou mauvais en anglais, hein. L'idée, c'était de se dire on est dans la semaine du 7 septembre. Vous partez le 18 janvier aux Pays-Bas, les cours sont en anglais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et le 18 janvier? Donc, il y a des gens qui se sont révélés extrêmement à l'aise et voilà, et on savait qu'ils avaient un très bon niveau en anglais. On a détecté quelques personnes un peu plus fragiles et donc là, en plus des cours qu'ils ont eu, ils ont eu en fait tout un suivi en plus avec des ressources à travailler toutes les semaines, hein, mises à disposition par leur enseignante en anglais et qui les a pilotées régulièrement. Donc des choses à lire, des choses à écouter sur nos thématiques, hein, agricoles, agroalimentaires, etc. Et donc là, lundi prochain, hein, tout le monde est retesté. Hein, allons-y gaiement et on va voir où on en est. Et aussi, on est déjà en contact, les élèves et l'enseignante en anglais, avec l'équipe des Pays-Bas. Donc, il y a déjà un travail aussi construit entre les équipes. Voilà, Tom et ses collègues ont rencontré déjà 2 fois les personnes qui, alors, par visio, hein, puis personne bouge. Donc, voilà. Donc, comme on est là, par visio, et déjà 2 fois, hein, l'équipe qui les accueille et l'enseignante en anglais est en contact avec eux aussi. Et aux Pays-Bas, on reprendra pour certains hein, de l'appui en anglais aussi, avec vraiment un objectif d'améliorer et puis quelque part de se faire confiance et de se dire que maintenant, il faut parler. Alors, comme tous les cours vont être en anglais et aux Pays-Bas, il y a peu de gens maintenant qui parlent français, il faut quand même se le dire. Donc, où on apprend le néerlandais, où on continue à monter son niveau en anglais, les étudiants choisissent en général la deuxième solution. Ils ont raison, hein. Tom, t'as prévu d'apprendre le néerlandais là, sur place ou tu vas rester à l'anglais? En 3 mois, ça va être compliqué. Je préfère monter mon niveau d'anglais, ça va être plus simple. Ah, mais il y a des étudiants que ça a toujours tenté quand ils vont là-bas. Il y a des gens qui acquièrent très facilement des langues et il y en a qui ont essayé. On a des élèves qui sont restés depuis des années et maintenant ils parlent très bien néerlandais, hein. Bon, mais tout le monde n'est pas tout à fait égal devant l'acquisition des langues, hein, faut le dire quand même. En tout cas, vous partez pas dans l'inconnu. Vous avez déjà des contacts, voilà, sur place et donc ça va, j'imagine, faciliter après sur place l'adaptation. Ah oui, oui, on a eu toutes les informations nécessaires et on a même le mail du coup de la gérante là-bas à Danton, de la référente. Donc on peut, s'il y a des questions, on peut lui envoyer. Il n'y a aucun problème. En fait, même si les conditions cette année sont particulières, on part sereinement et il y a aucun problème là-dessus. On est très encadré. C'est vrai que les conditions restent un peu particulières parce que la gestion de la pandémie est simple nulle part, donc ils vont être au départ un petit peu en quarantaine, hein. Mais la quarantaine est organisée. C'est vrai qu'après, ils vont rester 3 mois aux Pays-Bas en restant dans le pays parce que autrement, ça renouvelle la quarantaine. Après, je pense que tout le monde est très heureux d'y aller, quoi, parce qu'on avait un peu peur qu'à un moment donné, ça se transforme en cours uniquement en distanciel et même si on sait que tout le monde fait au mieux pour le distanciel, bah, ça n'est pas tout à fait pareil que la vie de campus, hein. Mais bon, cette année, est vrai, est une année un peu particulière quand même, hein. Ah oui, ça remplace pas l'expérience sur place, la découverte culturelle, tous ces aspects-là. Là, tous les moyens sont donnés pour que ça marche. Alors après, j'espère qu'on ne va pas avoir une espèce de tsunami de pandémie qui va nous resubmerger, hein, c'est la question, hein. Mais voilà. Et j'imagine, Tom, que tu as hâte de partir et d'aller découvrir tout ça.
Ah bah oui, oui, nous on a hâte de partir, ne serait-ce que déjà pour se retrouver avec la promo, parce que ça fait un mois et demi qu'on s'est pas vu, donc de renouer un peu des liens aussi avec les amis. Et puis partir derrière 3 mois aux Pays-Bas, resuivre les cours, découvrir, bah, comme vous avez dit, là, tout l'aspect culturel, même si ça va être compliqué, mais nous, non, on est tous pressés de partir là-dessus. On est tous contents de partir. On doit avoir des questions sur le chat. Voilà, Sylvie. Tout à fait. Alors, on commence avec Charles qui a une première question sur la reconnaissance du titre bachelor au grade de licence. Alors, les reconnaissances de bachelor étaient assez peu lisibles jusqu'ici. On a eu la possibilité de demander le grade L pour le bachelor au printemps dernier. On a pu commencer un dossier au printemps dernier, ce que nous avons fait. Donc, dans le cas d'une école d'ingénieurs, c'est la CTI qui nous a proposé de faire un dossier pour qui on pouvait faire un dossier et avec laquelle on a été audité. Et notre dossier est toujours en cours d'étude. Donc, le 12 décembre, nous n'avons pas la réponse de l'attribution du grade L. Alors, nous avons fait tout ce qu'on pouvait. Alors maintenant, nous attendons. Nos premiers échos sont plutôt positifs, mais si on veut être extrêmement factuel, nous espérons avoir la réponse avant Noël, mais on nous l'avait promis pour le 15 novembre. Alors, je dois avouer que maintenant, je guette ma boîte mail tous les jours. D'accord. Je n'ai pas la réponse. Le dossier est fait, on remplit, je pense, les critères. Après, nous n'avons pas la réponse. Charles voudrait savoir comment est-ce qu'il va être informé quand la nouvelle va tomber. Je pense on mettra ça sur notre site Internet. On mettra cette information sur le site Internet. D'accord. Il y a une autre question à propos du stage. Tu as commencé à parler qu'on allait pouvoir aller à l'international. Donc, le stage peut être fait en France ou à l'international. Est-ce qu'on pourra aller partout dans le monde ou est-ce qu'il y aura des pays ciblés? Et combien de temps dure le stage en bachelor? Alors, sur la 3e année actuelle, le stage dure minimum 8 semaines, c'est-à-dire que les étudiants restent 3 mois aux Pays-Bas, là. Donc, ils sont aux Pays-Bas jusqu'au 16 avril. Comme ça, ils peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus. Donc, après, ils peuvent être en stage à partir, en gros, de cette date-là, sachant qu'ils sont aux Pays-Bas. Donc, voilà. Deux solutions après. Une soutenance du stage fin juin qui permet d'avoir le diplôme début juillet ou une prolongation possible du stage jusqu'à fin août qui, donc là, reporte le passage des examens, la soutenance du stage à fin août. Donc, en gros, on a minimum 8 semaines et on peut aller au maximum jusqu'à fin août. Après, où le faire? Moi, j'ai toujours envie de dire, aller partout. Très honnêtement, cette année, c'est pas ça qu'on peut dire. Donc, pour l'instant, à l'ESA, les décisions qu'on a prises, c'est que les stages se font dans l'espace européen Schengen. Voilà. Pourquoi? Parce que dans ce contexte particulier cette année de pandémie, il nous paraît déraisonnable d'encourager nos étudiants à aller à 10 000 kilomètres de l'école sur une pandémie qui est quand même pas stabilisée. Donc, notre demande à nos étudiants cette année, c'est de rester dans l'espace Schengen, ce qui permet, s'il y a des problèmes, alors je ne sais pas si on aura une 3e vague ou une 4e vague, on ne sait plus. On va espérer que non. Mais... Oui, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire intéressantes déjà si on reste un peu en Europe. Donc, cette année, c'est vrai que nos étudiants vont certainement rester dans ce périmètre-là. Ce qui ne veut pas dire que l'année prochaine, ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin. Mais là, c'est un petit peu dans le contexte où on est actuellement. Le périmètre, c'est l'espace Schengen. Après, pour des étudiants qui auraient à faire leur stage finalement à partir d'avril 2022, j'espère pouvoir leur dire où vous voulez. Ok. Merci. Alors, le bachelor, c'est une formation qui est faite pour la poursuite d'études ou pour l'insertion professionnelle? Alors, elle a vocation à répondre aux deux objectifs. Elle peut armer à une poursuite d'études, en particulier par le renforcement en méthodologie, en gestion de projet et en langue, ce qui est souvent une exigence de poursuite d'études. Donc, c'est
une année qui peut tout à fait permettre de poursuivre des études. C'est aussi une année qui peut permettre d'acquérir des compétences, qui sont des compétences professionnelles permettant d'avoir un métier de conseil, un métier d'expérimentation, un métier lié à du portage de projets. Et donc, on peut aussi tout à fait envisager d'aller travailler avec un bachelor. Un étudiant qui a fait un DUT et le bachelor ou un BTS et le bachelor a vraiment aussi des compétences d'insertion professionnelle. D'accord. Et donc, les métiers après un bachelor, quelle différence il y a avec les métiers après une licence pro? Alors, ça reste des métiers de cadre intermédiaire Bac+3. Ça, c'est déjà quelque part, on peut trouver les différences, mais il y a déjà un point commun, c'est que ce sont des étudiants qui sont diplômés d'un Bac+3. Alors après, souvent les licences pro sont assez filières, en tout cas les nôtres. On a une licence pro agronomie, une licence pro conseil en élevage, qui mènent à des métiers de conseil en élevage, par exemple. C'est vrai que le bachelor reste plus généraliste. C'est ce que Tom disait. Tom, il a fait un BTS Axe et d'un seul coup, il a fait de la transformation alimentaire. Donc, il est allé dans une zone qu'il ne connaissait pas et qui n'aurait pas forcément été investiguée de prime abord. Donc, c'est vrai qu'on est sur un cursus qui est plus généraliste et un cursus quand même qui amène une dimension internationale qu'ont assez peu, sauf, alors dans notre cas, quelques-unes, on est assez originaux de ce côté-là parce qu'on aime bien l'international à l'ESA, mais là, une réelle aussi dimension internationale et un cursus qui est plus généraliste. Et l'autre élément qui peut-être différencie aussi, c'est un petit peu les méthodes pédagogiques. Ce que soulignait Tom, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé autour de problèmes et de projets. C'est-à-dire qu'on les a lancés sur des problèmes et on est venu faire cours quelque part après. Nos collègues néerlandais appellent ça du just in time. C'est-à-dire que quand on se met à avoir des données à traiter, on commence à se demander comment on va faire et l'enseignante en traitement de données apparaît. Mais elle ne vient pas en amont. Donc, c'est vrai que c'est une pédagogie un petit peu où l'étudiant est assez en mouvement et très dans des projets et des problèmes. Peut-être un peu plus que, par exemple, en licence pro à l'ESA, où même si, ils ont quand même des projets, ils ont un projet tutoré et des choses comme ça. Voilà, moi, je verrais un peu ces différences-là. Et très clairement, avec une licence pro, il est beaucoup plus compliqué de toute façon de poursuivre des études. Voilà, déjà, ça, c'est une des différences. D'accord, merci. On a Maxime là qui pose la question, il est en BTS, agronomie et production végétale. Et il est très attiré par l'ESA et il hésite entre Agricad, licence pro et bachelor. En quelques mots, est-ce que c'est possible de donner les plus de chaque formation? Alors, licence pro avec un BTS APV, il a plusieurs choix, où il continue à faire de l'agronomie et il a une idée de conseil technique en agronomie, et donc ça, c'est la licence pro agronomie. Il peut se dire qu'il veut faire du conseil en banque ou en centre de gestion. Il a une licence pro management des entreprises agricoles. Et s'il veut faire un Bac+3 en commerce, il peut faire aussi la licence pro management des entreprises, des activités commerciales. Agricadre porte aussi ses dimensions commerce et gestion, mais va au-delà. Par exemple, en gestion, on est sur la gestion d'entreprise. En licence pro MEA, on est plutôt sur la gestion de l'exploitation agricole. Donc, Agricadre, c'est un cursus en 2 ans après le BTS. Et là, on est vraiment sur des métiers beaucoup plus liés à l'entreprise. Alors, l'entreprise des filières agricoles et agroalimentaires, on reste quand même dans notre cœur de métier, mais on s'est un peu éloigné dans les cas qui vont être traités de l'exploitation agricole en elle-même. Et Agricadre n'est pas un cursus technique, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les connaissances techniques acquises avant, mais il n'y a pas de cours de technique en Agricadre. Le bachelor, moi j'ai envie de dire que l'envie qu'on peut avoir, c'est de l'international, c'est de faire de la production animale et un peu de transformation agroalimentaire si on veut, avoir cette dimension internationale et puis peut-être se donner encore 1 an de réflexion, savoir si on continue ses études ou si on les arrête. C'est un peu ça aussi quelque part. C'est la question que c'est un peu, voilà, Tom se disait, moi j'irais bien à l'école d'ingénieur. C'est vrai que dans ce cas-là, le bachelor est beaucoup plus adapté, rien que par le renforcement en langue. Il y a une 2e langue vivante, étrangère en bachelor. Donc,
Tom a repris une deuxième langue et a renforcé notoirement, je pense, son niveau en anglais. Alors, j'espère qu'il en sera sûr quand il va arriver aux Pays-Bas. On verra ça. Donc voilà, en fait, ce BTS APV, où il veut vraiment s'arrêter en 3 ans et faire un cursus technique, c'est la licence pro agronomie. Où il veut faire commerce-gestion en allant sur la gestion d'entreprise des choses, c'est Agricadre. Ou alors un cursus plus agroécologie, accompagnement des transitions, et une possibilité de poursuivre des études, et là, c'est le bachelor. D'accord. Merci, Hélène. Une petite question pour Tom. Est-ce que vous avez fait votre BTS à l'ESA avant de rentrer en bachelor? Alors non, absolument pas. Moi, j'ai fait un BTS dans la Manche, du côté de Saint-Lô, et donc j'étais pas du tout à l'ESA. Mais du coup, quelle idée de venir à l'ESA en venant de Saint-Lô? C'était pour avoir une continuité d'études et c'était pour le bachelor et notamment pour justement après intégrer l'école d'ingénieur et en fait utiliser le bachelor comme une passerelle parce qu'avec un BTS-AC c'est très compliqué de rentrer dans des écoles comme l'ESA, donc ça me sert vraiment de passerelle le bachelor et en plus ça renforce mon anglais et en plus il y a un stage, donc c'est vraiment tout bénéfique. D'accord, merci. J'ai pas d'autres questions. Bon, c'est parfait. On arrive à la fin de ce live. Si vous voulez en savoir plus sur ce bachelor, je vous invite à créer votre compte sur la nouvelle application MyStory, où vous aurez vraiment toutes les informations sur ce nouveau cursus à l'ESA. Merci à mes invités, Hélène, Tom. Merci Sylvie. Et on vous propose une petite vidéo de présentation de l'ESA. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous. Merci. L'ESA, c'est une école d'enseignement supérieur avec plus de 115 ans d'histoire dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement et des marchés. 115 ans d'histoire, ça veut dire environ 150 000 étudiants formés au sein de l'ESA depuis 1898. On est un GAEC de 4 personnes, mes parents ont tous les deux fait l'ESA et mon mari du coup il est ingénieur géologue et il a refait un BTS Axe au sein du groupe ESA juste avant de s'installer en fait. Aujourd'hui, l'ESA c'est 2500 étudiants, apprentis et stagiaires répartis sur plus de 50 formations différentes, en temps plein, en alternance ou à distance, en lien avec 5 unités de recherche. Moi quand je suis rentrée à l'école, à la base je voulais faire environnement. Et puis au bout d'un an, je me suis dit qu'en fait l'agroalimentaire c'était pas mal. L'avantage en fait c'est qu'on fait un stage tous les ans, donc ça nous permet vraiment de nous confronter au milieu. On a eu l'opportunité de faire notre master à l'étranger. J'ai choisi le premier semestre aux États-Unis, à l'université du Wyoming, et ensuite deuxième semestre au Mexique. L'ESA, c'est aussi une vie associative dynamique au sein d'un campus convivial de 5 hectares au cœur de la ville d'Angers, une ville verte où il fait bon étudier. Où que vous soyez, l'ESA vous offre une solution pour vous former ou vous perfectionner.